Bonsoir, chers collègues. Si vous voulez, avant de démarrer sur le conseil municipal, nous allons faire une présentation, enfin pas moi, ça va être Madame Carole Fouville, qui va nous faire une présentation effectivement de l'établissement public territorial du bassin de la Vilaine, Haut-et-Vilaine, donc, et parler bien entendu de l'héritage entre guillemets du bassin versant de la Flume, hein, que d'autres élus que moi ont fréquenté, et ensuite de l'île et de l'Ulay, excusez-moi, de la Flume, de l'île et Ilay. Voilà, je vais vous passer Madame Fouville la parole en vous remerciant de votre participation. Ah pardon, oui. Je vais vous présenter la nouvelle organisation du volet GEMA, de la compétence GEMAPI et des compétences associées. Ruissellement, pollution diffuse et bocage. A priori, j'ai pas de souris, mais bon. Donc, une nouvelle organisation du volet gestion des milieux aquatiques de la compétence GEMAPI et des compétences associées. Ruissellement, pollution diffuse et bocage. Donc, pour vous, c'est que la GEMA, la PI n'ayant pas été transférée de Rennes Métropole à l'EPTB. Donc du coup, en fait, historiquement, vous étiez sur le bassin versant de la Flume. Donc les trois bassins, le syndicat mixte du bassin de la Flume, le syndicat mixte de l'Ille-et-Lillet et le syndicat mixte du bassin versant du Meux ont été dissous au 31 décembre 2021. Et ils ont intégré l'EPTB Vilaine, qui au mois de janvier a changé de nom, il s'appelle l'EPTB Haut-et-Vilaine. Voilà. Donc en fait, le Haut-et-Vilaine, il travaille sur toute la... J'ai pas de souris. Sur tout le bassin versant de la Vilaine que vous voyez représenté. Je sais pas si vous voyez bien. Et en fait, tout le bassin versant de la Vilaine, qui est un très grand bassin. Et en fait, les territoires, les 5 syndicats existants, historiques, qui étaient le syndicat du Meux, le bassin de l'Ille-et-Lillet, la Flume, Vallon de Haute-Bretagne, communauté n'était pas en syndicat, les syndicats de rivière de Vilaine-Amont, la Seiche et le Semnon ont tous été dissous pour intégrer le PTB Haut-et-Vilaine. Et comme le territoire était trop grand, on l'a scindé en deux. On veut dire gauche-droite, c'était pas terrible de dire gauche-droite, donc on a dit est et ouest. Voilà. Donc Vezin fait partie de l'unité de gestion Vilaine-Ouest. Vous allez voir tout à l'heure son nom, on l'appelle l'UGVO. Donc on a donc créé 2 unités de gestion. Unité de gestion Vilaine-Ouest et Vilaine-Est. Donc le Vilaine-Ouest, ça reprend les syndicats historiques, je vous ai dit, le syndicat du Meux, l'Ille-et-Lillet, la Flume, qui avait déjà fusionné 2 ans auparavant. Un petit bout de ce qu'on appelle Cœur de Rennes. Donc Vezin fait partie de la zone bleue, Cœur de Rennes. Et les territoires de ce qu'on appelle VHBC, Vallon de Haute-Bretagne Communauté, qui n'avait pas de syndicat. Pour former l'unité de gestion Vilaine-Ouest. Donc c'est pour nous un changement d'échelle important, puisque la superficie du territoire est de 1785 km², 14 EPCI, il y a des EPCI, il y a des tout petits bouts, mais il y en a 8 qui sont membres, c'est les principaux, et 120 communes. En fait, il y a 118 communes qui représentent 334 000 habitants. Donc, je vous ai mis l'unité de gestion, donc elle est représentée par 34 élus représentant le comité territorial. On a un président qui est Jean Roncin et qui est accompagné de 3 vice-présidents. Le maire de Mordel, Thierry Le Billon, monsieur Daniel Witt, qui est le maire de Vignoc, et monsieur Jacques Claret, de Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Et on fonctionne avec un bureau territorial. Donc je vous ai mis par les 7 EPCI, Rennes Métropole n'étant pas une EPCI, et la métropole qui adhère, si vous voulez, qui adhère à cette unité de gestion, enfin qui adhère, qui ont transféré leurs compétences à l'EPTB Haut-et-Vilaine. Donc il y a Montfort Communauté, Brocéliande Communauté, la communauté de communes de Saint-Mamme-Montauban, Vallon de Haute-Bretagne Communauté, communauté de communes de Val-d'Île-de-Bigné, Liffré-Cormier Communauté en partie, puisqu'elle est à cheval sur les 2, Bretagne Romantique un tout petit bout, et Rennes Métropole.
Alors, on n'a pas mis la carte des administratifs, mais il y a des tout petits bouts de Dinan, des micro-bouts de Dinan, des micro-bouts de Plohermel, mais c'est parce que on est sur des territoires hydrographiques et non pas administratifs. Je vous ai remis l'organigramme aussi de l'unité de gestion. Donc l'unité de gestion, elle est basée à Passé. On a déménagé au mois d'avril, c'est assez récent. Et officiellement, nous les agents, on a intégré au 1er janvier 2022, mais on a déménagé qu'au mois d'avril. Donc en fait, la responsable d'unité, c'est Sophie Duchange. Anciennement, elle était animatrice bassin versant, comme Laetitia Citeaux que vous avez connue, sur le Semnon. Sandrine, donc, qui est la secrétaire comptable. Donc moi-même, animatrice territoriale, et j'étais avant animatrice du bassin versant du Meux, du Meux. Fanny Dubo, elle est animatrice territoriale chargée de la programmation. Elle était animatrice bassin versant sur l'île et Lillet au départ. Donc on était les 3 animatrices. Laetitia, donc, qui était sitôt que vous avez connu, qui était sur la Flume, qui avait fusionné avec l'île et Lillet. Et là, elle est partie sur le poste de conseillère études et ingénierie. Ça, voilà, c'est ce qu'on appelle le pôle ressources pour nous. Et sinon, il y a un pôle technique et opérationnel avec des techniciens chargés de mission sur les 3 thématiques sur lesquelles on travaille, milieu aquatique, bocage et agricole. Donc le nouveau siège à passer, pour ceux qui veulent venir nous voir, on est au dernier rond-point quand on part sur la route de Montgermont, où il y a Jardiman. On tourne à gauche et à gauche. Voilà. 3 rues de la Petite ou de la Grande Égalonne. Quelles actions et travaux pour les territoires sur 2022 ? Ça ne change pas les actions que l'on menait quand vous étiez sur la Flume, en fait, sur le syndicat de la Flume. C'est la compétence GEMA et les compétences associées, donc ruissellement, bocage, pollution diffuse, qui ont été transférées. Donc on va travailler sur les cours d'eau. Donc j'ai marqué poursuite des actions et travaux menés par les syndicats dans ce qui était marqué dans le contrat territorial 2020-22. Et en plus, il y a des études en cours sur les territoires de Vallon de Haute-Bretagne Communauté et le cœur de Rennes Métropole. Ça vous intéresse plus puisque vous en faites partie. Donc les actions, je vous ai mis 4 thématiques. La restauration hydromorphologique des cours d'eau et de la continuité écologique. On va faire des actions aussi pour améliorer la qualité de l'eau et limiter le ruissellement. Donc le programme Brest-Bocage, qui était porté par la Flume et l'île et Lillet. Donc on peut toujours continuer le programme Brest-Bocage chez vous. Sur cette communauté de communes le portent en propre, mais pas ici. On va sensibiliser et mobiliser tous les acteurs du territoire sur les enjeux de l'eau. Et enfin, mener des actions de transversalité avec d'autres actions et d'autres politiques locales sur l'eau. Actuellement, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on mène les actions qui étaient écrites dans le contrat 2020-22, mais on écrit surtout un nouveau contrat de la taille de l'unité de gestion, parce qu'en fait, on avait la chance, le Meux, comme l'île et la Flume, d'être sur les mêmes dates de contrats territoriaux. Les contrats territoriaux, c'est un contrat signé surtout avec l'agence de l'eau. Il y a d'autres partenaires financiers, mais c'est un contrat pour émarger aux subventions de l'agence de l'eau. Donc en gros, 60% de l'agence de l'eau et 20% d'autres financeurs. Donc c'est soit le conseil départemental, soit le conseil régional en général. Quand le conseil régional prend 20%, évidemment le conseil départemental n'y va pas et vice-versa. À peu près, pour l'instant, on arrive à avoir 80% de subventions sur les actions que l'on mène. Donc là, on est en train d'écrire un contrat unique en 2022 pour la période 2023-2025, mais une stratégie 2023-2028. Et on intégrera évidemment les actions de l'étude de cœur de Rennes, comme celle de Vallon de Haute-Bretagne Communauté. Donc là, je vous ai remis une carte, mais on ne voit pas très bien avec la luminosité, c'est la carte d'intervention. C'était pour vous montrer, par exemple, que sur Motoban, qui est en bleu clair ici, tiens, ma souris est revenue, le bleu clair ici, là, on ne va pas intervenir sur la partie nord de Motoban, puisqu'elle est sur un autre bassin, elle est sur le bassin de la Rance, cette partie-là. Mais vous êtes ici, en plein cœur, ici, vous êtes à peu près ici, là, vous êtes en plein cœur, je pense que toute la commune de Vezin est sur l'unité de gestion Vilaine-Ouest, puisque vous êtes à l'ouest, vous êtes sur la rive droite, vous êtes à l'ouest de la rive droite de la Vilaine. À l'ouest de la rive droite de la Vilaine. Donc du coup, vous êtes chez nous, quoi. La question ne se pose pas. Entièrement. Donc j'ai fait un petit zoom sur la commune de Vezin-le-Coquet. Donc vous avez 15,4 km de cours d'eau qui ont été inventoriés dans l'inventaire cours d'eau, sans doute que Laetitia a fait.
La Flume, qui fait les limites communales avec l'Heureux, et son affluent, le ruisseau de la Rosée, qui traverse le centre-bourg de la commune. Et enfin, vous avez le pont Lago, je parle des rivières, hein, des rivières, le pont Lago qui traverse la ZAC des Champs Bleus. La commune est concernée par 3 masses d'eau. Vous savez ce que c'est qu'une masse d'eau? En fait, il y a une masse d'eau. C'est la rivière du pont Lago. Ah ouais. C'est le lago, le nom du... Ouais, il l'appelle comme ça, et la masse d'eau, d'ailleurs, elle a appelé le pont Lago aussi. Donc c'est... Enfin, regardez sur les cartes IGN, mais je pense que s'il l'appelle comme ça, c'est qu'elle est répertoriée comme ça. Ouais. Donc sur les bases IGN, à mon avis, c'est le pont Lago. Donc c'est les rivières, je vous parlais bien des rivières, et là je vais vous parler des masses d'eau. Une masse d'eau, est-ce que vous connaissez la notion de bassin versant? Ouais, un bassin versant, toute goutte d'eau qui tombe sur ce territoire sortira obligatoirement par le même point. En gros, si vous avez un territoire qu'on appelle un bassin versant, toute goutte d'eau qui va tomber sur ce territoire-là, qu'elle tombe en amont ou en aval, tôt ou tard, elle sortira par le même point. En gros, le bassin versant du Meux, toute goutte d'eau qui tombe, une goutte d'eau qui tombe à Losquette ou à Montfort-sur-Meux ou à Mordel, tôt ou tard, elle sortira par le Meux au château de Blossac. D'accord? Voilà. Donc une masse d'eau, en fait, c'est pas un bassin versant. Un bassin versant peut être découpé en plusieurs masses d'eau. Mais une masse d'eau, c'est un petit territoire, un petit bassin versant. Un bassin versant peut être découpé en plusieurs masses d'eau. C'est une unité définie par l'agence de l'eau pour quantifier un territoire. Et c'est important parce que, en fait, quand ils remontent pour la directive sur l'eau, l'état écologique des masses d'eau, ils utilisent ce terme-là. Donc pour vous, c'est important de savoir que vous êtes concerné par 3 masses d'eau, cours d'eau. Cours d'eau. C'est pas des plans d'eau, hein, c'est des cours d'eau. Donc vous en avez 3. Bah, je vous ai mis les codes parce que c'est intéressant pour vous sur des documents si vous retrouvez ces codes-là. Mais c'est le pont Lago, le FRGR 1283, un tout petit bout de la Vilaine. Un tout petit bout de la Vilaine ici. Vous avez un tout petit bout de la masse d'eau la Vilaine. Ici, c'est le pont Lago. Et ici, c'est la Flume. Vous n'avez pas la totalité du bassin versant de la Flume. Vous avez la masse d'eau, un bout de la masse d'eau de la Flume. Après, la Flume, je ne sais pas combien il y en a de masse d'eau, c'est sûr qu'il n'y en a qu'une. Chez moi, sur le bassin versant du Meux, le Meux était découpé en 2 énormes masses d'eau. La Flume ne doit y avoir qu'une masse d'eau. Vous n'avez qu'un morceau. Voilà. Mais une masse d'eau, c'est pas égal à un bassin versant. Ça peut être un sous-bassin versant, quand la masse d'eau est trop grande. Et du coup, la Rosée n'apparaît pas? Non. Alors la Rosée, je sais pas où elle est, moi, on avait regardé, elle est où tout à l'heure, la Rosée, c'était un affluent de la Flume? C'était ça? Eh ben, elle est dans la masse d'eau, elle est dans la masse d'eau de la Flume, alors, dans ces cas-là. Si c'est un affluent de la Flume, c'est dans la masse d'eau de la Flume. D'accord? Donc, faut pas confondre le cours d'eau et la masse d'eau. Le cours d'eau, c'est le fil, et la masse d'eau, c'est un polygone, un patatoïde, une surface. Voilà. Tous les affluents de la Flume font partie de la masse d'eau de la Flume. D'accord? C'est important parce que vous allez voir que quand on va mettre des priorités, on va dire une masse d'eau est prioritaire et pas une autre. Donc, vous fera savoir vos cours d'eau, ils sont sur quelle masse d'eau. Là, je vous ai mis l'état de ces masses d'eau. L'état écologique de ces masses d'eau tel qu'il a été classé par l'agence de l'eau. Donc le pont Lago est en état mauvais et les 2 autres, la Vilaine et la Flume, sont en état moyen. Donc après, je ne vais pas vous expliquer tout ce que je veux dire sur l'état écologique. Ah, ça s'éteint, je vais parler trop longtemps. Parole? Ouais, peut-être. Un zoom sur Vezin-le-Coquet. Donc, c'est ce que ma collègue Laetitia m'avait dit. Les ruisseaux de la Rosée et du pont Lago sont pour une grande partie en secteur urbain, avec des impacts sur leur bon fonctionnement. Il y a des à-coups hydrauliques liés au ruissellement urbain, des cours d'eau chenalisés ou busés pour éviter leur débordement, peu d'espace de liberté et peu de zones de débordement laissées aux cours d'eau en raison de l'emprise foncière des espaces urbanisés.
D'une manière générale, les cours d'eau présents sur la commune de Vezins sont dans un état dégradé du point de vue hydromorphologique qui entraîne un dysfonctionnement hydraulique de ces cours d'eau. Ils ne présentent pas non plus d'habitat propice au développement de peuplements biologiques, faune, flore diversifiée. Du coup, l'état ici, il est jugé surtout par rapport à 3 critères. C'est les critères biologiques, s'il y a de la vie dans le cours d'eau, c'est pas obligatoirement que du poisson, hein, ça peut être de la microfaune. Il va être jugé aussi par rapport à ce qu'il y a comme paramètres physico-chimiques. S'il y a beaucoup de matière organique, s'il y a beaucoup de nitrates, de nitrites, d'ammonium, de phosphore total, etc. Et il va être aussi jugé par rapport aux pesticides. C'est ce qu'on appelle les paramètres... enfin, les pesticides, quoi. Et les paramètres chimiques. Vous avez aussi eu il y a eu un inventaire de zones humides qui a été fait sur votre commune en 2011. Au total, la surface des zones humides recensées hors plan d'eau est de 54,9 hectares, soit 7% de la surface communale. Il s'agit principalement de prairies humides de fond de vallée. En général, on les retrouve le long des cours d'eau, à près de 85%. Là, donc je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Je vous ai dit tout à l'heure, vous faites partie du cœur de Rennes, Métropole, et ils ont lancé une étude sur les cours d'eau au cœur de Rennes, puisqu'ils étaient, je ne vais pas dire orphelins, mais il n'y avait pas d'étude approfondie sur le diagnostic de ces cours d'eau-là. Donc du coup, ils ont fait une étude, et cette étude-là, elle est en instruction au service de l'État. Et vous savez que pour qu'une structure comme la nôtre, qui a les compétences pour travailler sur les cours d'eau, puisse agir, il faut ce qu'on appelle une DIG, une déclaration d'intérêt général. Et du coup, le dossier est en instruction au service de la DDTM, et d'ici la fin de l'année, vous allez avoir 1 mois de consultation publique. Donc vous, évidemment, en mairie, vous serez informé, et vous aurez le dossier. Et après, il y a plusieurs communes, donc il y aura peut-être 3 communes qui seront, où il y aura le commissaire enquêteur qui siégera, mais vous serez informé évidemment de tout ça. J'ai mis 2 fois la même. Et donc du coup, alors on va regarder la légende ensemble. Donc vous avez une cartographie de travaux qui est prévue sur le pont Lago. Du coup, l'amont du pont Lago et l'aval. Donc après, est-ce que ces travaux se feront ou pas? On ne sait pas, puisque je vous ai dit qu'on est en train de réfléchir à la construction d'une stratégie 2023-2028, avec 2 contrats territoriaux de 3 ans. Et en fait, on est en train de prioriser les actions. Donc on a 2 réunions cette semaine, et puis ça va continuer en septembre-octobre, où on arrêtera les priorisations. Donc les priorisations, c'est pas j'ai envie, c'est pas ça. C'est en fait, on a 37 masses d'eau sur l'unité de gestion. Et en fait, l'agence de l'eau, vous savez, peut-être, mais ça a été beaucoup expliqué dans les journaux, c'est que l'état des masses d'eau en Ille-et-Vilaine n'est pas bon. On n'a que 3% des masses d'eau en bon état. Et donc du coup, il faut qu'on fasse des actions pour que l'état de ces masses d'eau, elle change. Mais évidemment, on ne va pas pouvoir atteindre 100% du jour au lendemain. Parce que c'est pas facile, parce que financièrement ça coûte très cher, mais c'est surtout que le milieu réagit pas tout de suite. Du coup, on va prioriser les actions, et pour prioriser les actions, on va peut-être choisir des masses d'eau qui sont plus faciles à basculer que certaines. Donc si on en a certaines qui risquent de basculer en bon état, on va d'abord les prioriser là-dessus. On a d'autres critères aussi, on a des masses d'eau qui ont un enjeu eau potable. Est-ce que le pont Lago a un enjeu eau potable? Non. Donc voilà. Et c'est pour autant, même s'il n'est pas prioritaire, c'est pas pour ça qu'on ne fera pas des actions. On a le droit de déroger 20% des travaux, de la somme des travaux. Donc peut-être que s'il y a des opportunités, des fois il faut prendre l'opportunité en place. Donc je ne peux pas vous dire demain à quelle date on va faire ces actions-là, quoi. Et ça va être une discussion entre tous les agents, toutes les EPCI et puis surtout les financeurs. Parce que l'agence de l'eau ne va pas nous laisser aller Vezins parce que le maire a décidé. Non, c'est pas comme ça. C'est en fait... Ouais. 118 communes, on a 118 maires. Ouais. Voilà. Oui, tout le monde est bien, ou au moins la moitié, ou voilà. Donc c'est pas facile. Donc voilà, les priorisations, on les connaît pas.
Mais on connaît vos problèmes et puis il faut nous faire part de vos opportunités. Des fois, c'est peut-être intéressant de déplacer un cours d'eau qui était perché et de le remettre dans le fond de vallée avant même de construire un lotissement, par exemple. Donc il faut toujours communiquer. Parce que c'est plus facile de faire avant qu'après, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai tenu mon temps, mes 20 minutes. J'ai juste posé une question très rapide par rapport justement aux travaux qui pourraient être faits sur j'allais dire le lago, je vais me donner une claque, le pont Lago. Le financement donc sera assuré par l'agence de l'eau, par la région, le Rennes Métropole. Les financements, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, c'est 80% pour les milieux aquatiques. Jusqu'à présent, c'est 80%. C'est en gros 60% de l'agence de l'eau et celui qui porte l'autre collectivité, c'est le département. Le conseil régional prend tout ce qui n'est pas un milieu aquatique et le conseil départemental milieu aquatique. Donc normalement c'est 60 agences de l'eau, 20 départements. Si l'agence de l'eau finance que 50% en fonction des typologies, le conseil départemental peut la 30%. En gros c'est 80%. Et les 20% restants, c'est la solidarité de toute l'unité de gestion. Donc c'est toutes les EPCI qui vont participer. C'est pas la commune de Vezins. Enfin, c'est pas que la commune de Vezins. Elle va participer dans sa participation de Rennes Métropole pour la GEMA. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors juste compléter peut-être, après vous allez me poser des questions si vous voulez, mais compléter le fait que une information, c'est vrai que c'est pas facile de discuter masse d'eau, plan d'eau, etc. pour vous tous. Et en fait, mon poste, moi, animatrice territoriale, c'est d'échanger avec toutes les politiques publiques, d'échanger sur votre interlocutrice privilégiée de l'unité de gestion pour les EPCI. Et quand on a construit un peu cette unité de gestion, on se dit, mais les pauvres délégués des anciens syndicats, les pauvres élus, ils vont plus rien comprendre à ça, c'est pas facile. Les enjeux, tout ça. Donc on a construit 2 modules de formation, mais que les élus n'aiment pas être formés, donc on les appelle des modules d'information. Voilà. Et donc du coup, j'ai construit 2 modules d'information. Un, c'est je découvre la GEMA. J'y connais rien, je comprends rien. Je découvre la GEMA. Et le deuxième, c'est je maîtrise la GEMA. Donc je découvre la GEMA. En fait, on l'a décliné dans chaque EPCI. Tous les élus des conseils municipaux de chaque commune de Rennes Métropole de la partie ouest peuvent s'inscrire à ce module, qu'ils soient maires, qu'ils soient délégués communautaires, qu'ils soient référents communaux, parce que vous avez nommé, ou qu'ils soient simplement intéressés par l'eau. C'est pas un problème, ça. Donc on a prévu ces modules d'information. Je découvre la GEMA. On a décliné par chaque EPCI. Donc moi, j'ai déjà commencé à faire ces modules d'information dans les EPCI. Rennes Métropole a tardé à répondre, mais j'ai l'information aujourd'hui que ce module, il aura lieu le mardi 6 septembre, si c'est un 6 ou un 5, mardi, à 18h. On n'a pas le lieu encore. Voilà. Mais si vous êtes intéressé, on enverra. Moi, je vais envoyer le carton d'invitation à Rennes Métropole quand on connaîtra la date et un formulaire d'inscription. Et ce sera relayé dans les communes via la DGS ou via le lien de Rennes Métropole par rapport à vous. Et vous pouvez vous inscrire. Le mardi, c'est un 6 ? Vous avez vérifié ? C'est le 6 à 18h. Si ça ne suffit pas et si vous êtes beaucoup trop nombreux sur Rennes Métropole à être intéressés, on en fera une autre. Après, vous pourrez dire, moi, 18h, ça ne me va pas parce qu'on a tout le temps des réunions, ça peut être à 10h. Moi, j'en fais une mercredi. Mon fort communautaire a préféré 2 dates. Une à 18h, on l'a faite, et puis on en fait une à 10h le mercredi matin prochain. Voilà. Et les deuxièmes modules, c'est je maîtrise la GEMA. Et là, attention, ce ne sera pas par EPCI, ce sera sur toute l'unité de gestion, mais avec 4 thèmes différents. Je veux maîtriser les milieux aquatiques. Je suis maire, je voudrais comprendre la réglementation sur les milieux aquatiques parce que voilà. 1, c'est les milieux aquatiques. 2, c'est le bocage. 3, ce sera l'agricole. On n'a pas mélangé bocage et agricole parce qu'on a tellement de choses à dire, notamment quand en fin d'année la PAC sera sortie, on aura des MAE, des mesures agro-environnementales et tout ça, donc on a séparé. Et l'autre, c'est petit cycle et grand cycle. Pas confondre petit cycle et grand cycle, et puis voir pourquoi on travaille petit cycle et grand cycle. Voilà. Petit cycle, tout le monde comprend ce que ça veut dire, petit cycle et grand cycle. Petit cycle de l'eau, c'est le cycle technique de l'eau, c'est tout ce qui circule dans des tuyaux, que ce soit de l'eau potable ou de l'assainissement. Grand cycle, c'est naturel. Normalement, un cours d'eau ne coule pas dans un tuyau, sauf sous la prison de ça, mais normalement, un cours d'eau naturel ne circule pas dans un tuyau. Voilà. Petit cycle, c'est le cycle technique, grand cycle, c'est le... Voilà. Mais pour autant, nous, on va travailler à passer que sur le grand cycle,
Mais évidemment, on a tout intérêt à travailler ensemble avec le siège qui s'occupe aussi sur le grand cycle, sur le petit cycle, puisque quel est l'intérêt d'avoir des masses d'eau en bon état? C'est aussi d'avoir une eau de qualité, de rivière de qualité, pour que le traitement de l'eau, pour produire de l'eau potable, soit le moins lourd possible. Voilà. Je dis bien que le PTB produit de l'eau potable. Le PTB aux Vilaines, notre siège, nos bureaux qui sont basés à La Roche-Bernard. Vous connaissez tous le barrage d'Arzal. Le barrage d'Arzal, c'est là les bureaux de l'EPTB. Et là, il y a une usine d'eau potable. Ils prélèvent l'eau de la Vilaine pour en produire de l'eau potable. Bon, elle est plutôt distribuée dans le Morbihan, mais il est prévu qu'elle remonte sur Rennes aussi. L'interconnexion, ouais, l'interconnexion. Il y a les 2 tiers qui sont faits, le 3e tiers, voilà. Mais on a tous intérêt que l'eau de rivière, puisque en Bretagne, l'eau potable, elle est fabriquée essentiellement avec les eaux de rivière. On a très peu de ressources souterraines. Voilà. C'est en parallèle de la REN 4. En parallèle de la On appelle l'adduction d'eau de potable REN 4. Je ne connais pas le terme REN 4. REN 4, pour moi, REN 4, c'est la ville Chevron, c'est le captage de la ville Chevron. On ne parle pas de la même chose. Vous parlez de tuyaux, moi je parle... Ouais. Je ne connais pas les tuyaux, les noms de tuyaux, je ne connais pas. Voilà. Mais REN 4, la prise d'eau REN 4, c'est la ville Chevron à Mordel. Le prélèvement. Mais vous parlez de tuyaux, donc... Oui, enfin... L'interconnexion, elle remonte de La Roche-Bernard à Rennes. Les 2 tiers sont construits, il ne reste plus que la partie nord à construire. Voilà. Ok. Ben, écoutez, malheureusement, on vous a pressé, hein, on avait relativement peu de temps. Voilà. On aura l'occasion, bien entendu, d'approfondir justement dans le cadre de ces séminaires-là, et de se former mieux. C'est vrai que tout ce que vous dites par rapport au bocagère, au désherbage mécanique, lutter contre les pesticides, etc., je crois que la majorité d'entre nous sont effectivement favorables effectivement, à ce que ça se passe bien, surtout sur nos rivières ou nos cours d'eau. Et voilà, je vous invite à venir au module d'information Je découvre la GEMA. Et puis si vous êtes trop nombreux, on en fera d'autres, c'est pas un problème. Super. Donc, ce qu'on se veut, le but, c'est que les élus comprennent ce qu'on fait, que tout le monde se comprenne dans le langage. Et puis comme c'est les élus qui décident, c'est mieux qu'ils comprennent ce qu'ils décident. Bien sûr. Vous pourrez nous envoyer le pas de souci. Diapo, d'accord. Ouais, pas de souci. Okay. Je l'envoie à Madame Bélanger. Ouais, okay. Ben, merci beaucoup, Madame Fauville. De rien, et bonne continuation. Merci beaucoup. Bien, effectivement, c'est très intéressant. Je vais donc faire l'appel des conseillers. Check. Nabi Aftim, présent. Renan, on va voir tout à l'heure. Boniface Manoran, présent. Michel Boucard, présent. Laurence Caillard, Mario Damota, Dubreuil Jean-Louis, Huguette Duplaine, Boucherel Asnaoui, Chantal Friquet, Marie-Noël Gallet, Daniel Gobert, Houssin présent, Gisèle Hilto, présente. Pierrick Jouff, donc absent, procuration, je ne sais plus qui, excusez-moi. C'est à Aurélie, tout à fait, Aurélie Kamener. Marie-France Lahaye, Paul Lemeu. Madame Lecrenier, donc absente, procuration, Denis Monteau. Laurent Leport. Alain Malingre, Denis Monteau. Valéra Pereira, excusez-moi, Valérie Pereira, excuse-moi, j'ai fait une inversion, excuse-moi Valérie, elle est bien là, notre Valérie. Fabienne Pochic, présente. Martine Kelloc, Aurélie Keremener, Clarisse Renou, Didier Schleiglen-Hoffen, présent. Et Olivier Haché. Il est caché là. D'accord. Bien. Ouais. Top. Je n'avais pas annoncé ton nom. D'accord. Charlène Boquet, donc présente. Voilà, ça marche. Donc le quorum est atteint. On va pouvoir commencer donc le conseil municipal.
On va commencer donc par la première délibération qui concerne la démission donc de Jérémy Desté, pardon, excusez-moi, j'ai oublié l'accent aigu, qui va être remplacé par Renan Agaès, qui est ici présent. Renan, si tu veux bien nous rejoindre autour de la table. Pas signé. Le registre, il veut le registre. Ouais, d'accord. Ok. Bonjour à tous. Donc si tu veux te présenter, Renan. Oui, voilà, je suis Ronan Gaès, président depuis longues années. Et accessoirement, professionnellement, je suis en informatique, je suis développeur. Voilà, je suis artiste, qui fait du développement informatique. Voilà. J'ai aussi un enfant et une conjointe aimante. Et tu as 20 ans, parce que quand on aime, on a toujours 20 ans. Merci Renan. Donc bienvenue parmi nous. Voilà, donc c'est parfait. En fait, bien sûr, il n'y a pas de délibération à prendre, hein, puisque c'est la loi. Donc je vous propose juste de prendre acte de l'installation de Renan Agaès au sein du conseil municipal et de la modification du tableau municipal, du tableau du conseil municipal. Voilà, je vais passer le dossier à Alain Malingre qui va être secrétaire de séance. Et donc on va pouvoir démarrer avec des délibérations qui concernent les ressources humaines. Donc c'est moi qui m'en occupe, comme vous le savez. Au niveau de transformation de poste suite à avancement de grade. Donc au vu du tableau de proposition d'avancement de grade de l'année 2022, plusieurs avancements sont intervenus. Comme vous le savez, donc c'est nos agents, la carrière de nos agents est tenue par CDG 35, hein, le conseil effectivement qui se trouve à Torigny-Fouillard, et qui suit les carrières et d'après effectivement l'ancienneté, d'après différents critères, donc il fait des propositions d'avancement de grade que l'on peut éventuellement repousser, mais on repousse que d'une année, hein, puisqu'il y a un suivi classique de l'évolution des carrières des agents, si on a un problème, quoi qu'il soit et quoi qu'il fût, avec les agents concernés. En l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à compter du 1er juillet 2022 à supprimer un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe à temps non complet 28 heures et à créer un poste d'adjoint administratif principal première classe à temps non complet 28 heures. Hein, c'est donc l'ancien poste de la personne qui a bénéficié de cet avancement qui est supprimé avec la création donc du nouveau poste avec un grade de première classe. Et voilà, à supprimer donc un poste d'adjoint technique à temps complet et à créer un poste d'adjoint technique principal deuxième classe à temps complet. Donc ça concernait effectivement les mesures qui sont prises à compter du 1er juillet 2022. À compter du 13 juillet 2022, donc à supprimer un poste de rédacteur principal deuxième classe à temps complet et à créer un poste de rédacteur principal première classe à temps complet. Voilà, donc c'est la première délibération. Donc c'est l'avancement classique de grade des fonctionnaires territoriaux. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Ok, donc voter à la majorité. Merci. On va passer ensuite donc à la transformation de poste, mise à jour de 1607 heures. Donc effectivement, comme on a vu en commission finance, la mise à jour des 1607 heures pour les agents municipaux. Je vous rappelle rapidement la loi, je ne vais peut-être pas lire les 3 pages. Depuis la loi 2001 du 3 janvier 2021, relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, la durée hebdomadaire de temps de travail est fixée à 35 heures par semaine et la durée annuelle à 1607 heures. Cependant, les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de l'article 7.1 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 2001-2 du 3 janvier 2001.
La loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la loi publique a remis en cause cette possibilité et a instauré la suppression des régimes dérogatoires aux 1607 heures. Donc, en ce temps, en 2017, la circulaire NOR RDFF 1710-891C du 31 mars 2017 relative à l'application des règles en matière de temps de travail dans les 3 versants de la fonction publique rappelait qu'il est de la responsabilité des employeurs publics de veiller au respect des obligations annuelles de travail de leurs agents. Par conséquent, tous les jours de repos octroyés en dehors du cadre légal et réglementaire qui diminuent la durée légale de temps de travail en deçà des 1607 heures doivent être supprimés. À la ville de Vezin-le-Coquet, 2 jours de congés non réglementaires doivent être supprimés, moyennant une contrepartie financière. Donc effectivement, il y avait 2 jours de congés supplémentaires qui, pour revenir sur cette base de 1607 heures, seront supprimés. Et il y aura pour résumer, il y aura effectivement une compensation financière, c'est-à-dire que ces 2 jours seront rémunérés donc au personnel, 2 jours sur l'année bien sûr, moyennant une augmentation inclue dans la base des rémunérations. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez avoir des informations complémentaires, je pense que vous avez tous lu la délibération. Le fond de la délibération, c'est ça. Elle est calculée comment la contrepartie financière? Par rapport à 2 jours de travail. Ce qui correspond à combien, quoi? Ça dépend du travail de la personne, du salaire de la personne. Donc c'est quoi? C'est un pourcentage. Donc en fait, c'est 2 jours de travail sur l'année, en fait. C'est-à-dire 2107e à peu près, pour résumer. Mais c'est 2 jours de... compte tenu que chaque personne ne perçoit pas la même rémunération, je ne peux pas vous donner une réponse précise puisque c'est basé sur le salaire de la personne qu'il perçoit actuellement. Donc il a 2 jours de congé. Ces 2 jours de congé, on lui les supprime, mais on les rémunère. Donc on les rémunère sur la base, bien sûr, de son salaire, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tout le monde participe au vote? J'avais une deuxième question. À la lecture, en fait, je comprends pas le rythme de travail en fait aujourd'hui des agents. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. On parle de journée d'ARTT, il y a la mise en place de cycles. Les RTT n'entrent pas en jeu dedans. Si, quand même, quoi. C'est traité à part. Ce que je voulais savoir, en fait, c'était quel était le rythme de travail en fait aujourd'hui des agents. Ça dépend s'ils sont mensualisés ou pas. C'est-à-dire que les gens qui effectivement ont des congés plus fréquents l'été, bien sûr, il y a une notion de temps partiel, etc. Ça peut être, ils peuvent faire actuellement 37 heures par exemple par semaine, mais ce sera avec des mois où il y aura effectivement... Le but, c'est que chaque année, il y ait effectivement ces 1607 heures, quelle que soit effectivement la répartition sur une période donnée, parce que lorsque c'est annualisé, ce qui se passe au niveau par exemple du personnel qui travaille au restaurant scolaire, il travaille bien entendu plus en période effectivement où il y a des enfants quand même à nourrir, qu'en période estivale où il y en a moins, quoi. Donc c'est cette base-là, en fait, la règle c'est ça, quoi. Mais pour les agents en fait qui sont au service technique par exemple, ceux qui sont dans les services administratifs, il y a un rythme de travail. Est-ce qu'en fait ils sont plutôt sur une base de 7 heures par jour? Tout dépend s'ils travaillent à temps complet ou à temps partiel ou à temps non complet. Je comprends bien, d'accord, mais... Non, mais c'est pour ça que ce sont je ne vais pas vous donner des réponses précises, alors qu'il y a autant de cas, entre guillemets, que de catégories déjà de personnel. Autrement, est-ce qu'il y a des ARTT aujourd'hui? Il y a des ARTT pour une certaine catégorie de personnel, oui. Pas pour tout le monde. Écoutez, je ne vais pas remettre en cause les RTT, c'est pas le but de la... C'est pas la question, c'est de savoir, parce qu'à la lecture, en fait, je comprends pas en fait le cycle de travail en fait des personnes. Donc en fait... Je sais pas, vous avez un tableau là qui est explicite, vous avez le tableau, page 210, le décompte des 1607 heures s'établit comme suit. Donc nombre de jours de l'année, 365 jours, nombre de jours travaillés, repos hebdomadaire, donc 104 jours, à savoir 52 jours multipliés par 2, les congés annuels, donc 25 jours, ça fois 5, et les jours fériés, donc 8 jours, donc là c'est effectivement un forfait, soit 137 jours. Nombre de jours travaillés, donc 365 moins 137. Non mais ça j'ai lu effectivement, quoi. Oui. Mais vous citez 2 méthodes par exemple. Est-ce que les 2 méthodes en fait sont appliquées pour X raisons, quoi, en fait, parce que effectivement en fonction du travail des gens,
ceux de la cantine, effectivement, qui vont, ou dans le milieu scolaire, en fait, vont travailler différemment pendant la période scolaire par rapport aux vacances, par exemple, effectivement. Est-ce que... Mais est-ce que c'est non, mais in plutôt, en fine, fait, c'est calculé à l'année, quoi. C'est pas calculé à la journée, hein. C'est un calcul qui est fait à l'année. Même si les gens vont faire 32 heures sur quelques semaines par an et effectivement revenir à 28 heures, par exemple, le global de l'année, c'est effectivement de faire 1607 heures. Ça, j'ai bien compris, oui. Voilà, bah, c'est ça, c'est la règle, c'est Mais, ça. La règle, c'est ça, c'est basé sur effectivement 1607 heures, sauf pour les gens qui sont à temps non complet. oui, Où là, il y a effectivement une quote-part. Par exemple, 31h30 par semaine, donc ça représente 90% de quelqu'un qui travaille à temps plein. Ça correspond donc à une durée annuelle de 1446 heures. 50%, donc 17h30 au lieu de 35, ce qui fait 804 heures, etc., quoi. Voilà. Donc la règle, c'est ça, c'est de supprimer pour ceux qui sont à temps complet 2 jours de travail et de rémunérer. Donc en l'occurrence, ce ne sera pas réparti sur l'année, ce sera réparti entre effectivement le 1er juillet et le 31 décembre. En étant intégré dans le salaire de base. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Unanimité, merci. Service technique, donc mise à jour des effectifs. Donc suite au départ en retraite d'un agent au sein du service technique et au recrutement de son remplaçant, il est nécessaire de mettre à jour le tableau des effectifs des services municipaux. De même, le contrat d'un agent actuellement en poste au service technique, unité espace public, arrive à échéance. Excusez-moi. La municipalité souhaitant maintenir cet agent en poste, il est proposé de l'intégrer dans les effectifs du personnel titulaire de la mairie. Donc après l'avis favorable de la Commission d'administration générale, finances, état civil, sécurité réunie le 8 juin 2022, il est donc proposé au nom du Conseil de supprimer un poste d'adjoint technique principal première classe à temps complet à compter du 1er juillet 2022 et de créer donc 2 postes d'adjoint technique à temps complet à compter du 1er juillet 2022. Alors effectivement, pourquoi en supprimer un seul alors qu'effectivement on en crée 2? D'une part, effectivement, il y a un poste donc, qui va remplacer le poste supprimé, qui était un grade supérieur, puisqu'il était en première classe, ce qui est normal, c'était une fin de carrière, par un poste d'adjoint technique, donc début de grade, entre guillemets. Et le deuxième poste qui est créé, c'est par rapport à quelqu'un qui est en disponibilité. Il a pris une disponibilité, effectivement, d'1 an. Pour en fait se faire stagiairiser et il ne reviendra pas donc à la commune, ce qui fait que pour l'instant on ne peut pas supprimer son poste. On est obligé d'attendre effectivement que la période de dispo soit finie pour pouvoir supprimer son poste actuel donc d'adjoint technique. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Le deuxième poste qui est créé, c'est sous quel contrat du coup? Parce qu'il va prendre la place de quelqu'un qui est en disponibilité. Absolument. Dont, a priori, il ne doit pas revenir, mais dans la... Non, il ne reviendra pas. Non, il est mort? Non, je pense pas qu'il soit... Non, parce que... j'ai pas eu je connais un peu les règles de la fonction. Non, mais j'ai pas eu de nouvelles actuellement. Je peux pas vous répondre, monsieur le maire. Ouais, non, mais je pense qu'il est en bonne santé. On crée un poste... Moi, j'ai connu des situations... On crée un poste par anticipation. Par anticipation, mais s'il revient, ça veut dire que ça fera un poste supplémentaire. Non, mais il ne reviendra pas. Voilà, c'est une règle classique. Et effectivement, on habitait dans... Cette règle classique, je l'ai vu fonctionner dans les EHPAD avec des gens qui revenaient. D'accord, on n'est pas à l'EHPAD. Donc, effectivement, ce poste est créé, la personne est déjà en poste en CDD. Et donc, effectivement, il sera, c'est pour officialiser un CDD qui est en cours par rapport à ce poste-là. Voilà. Est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions? Une abstention. Est-ce qu'il y a des votes contre? Donc, merci. Alors, délibération suivante. Service affaires scolaires. Donc, lors de l'ouverture de la 5e classe à l'école maternelle publique, un agent a été recruté au sein du service affaires scolaires. Le contrat de cet agent actuellement en poste arrive à échéance. La municipalité souhaitant maintenir ce poste, il est proposé de l'intégrer dans les effectifs du personnel titulaire de la mairie.
Il s'agit en fait d'un poste d'ATSEM. On a eu l'occasion d'en parler par rapport à effectivement quelqu'un qui était en CDD. Et la question a été posée, pourquoi ne pas le passer en CDI. Bon, donc actuellement la 5e classe en maternelle est effectivement maintenue. On prévoit bien entendu que j'espère que ça continuera avec les effectifs en maternelle qui pour l'instant continuent de progresser. Effectivement, il faut savoir qu'une des personnes, une des ATSEM est en disponibilité et remplacée par un CDD. Donc cette disponibilité était liée pour la petite histoire, à un emploi effectivement d'assistant parlementaire, pour finir mon histoire. Et donc c'est effectivement son employeur entre guillemets a été élu, donc le poste, la personne va continuer dans cette voie-là et effectivement ce sera en théorie pour 5 ans. Donc on a une certaine sécurité. Par ailleurs, il y a un autre poste d'ATSEM aussi, quelqu'un qui va arriver, je vous dis pas des bêtises quand même, qui doit arriver en retraite dans les 3 ans à venir, c'est ça. Voilà. Donc voilà. Donc c'était titularisé effectivement quelqu'un qui est en CDD déjà depuis 2 ans. Donc dans ce poste de 5e classe en tant qu'ATSEM. Et donc pour cela, créer un poste d'adjoint technique à temps non complet de 28 heures. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce poste? Pas. Est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Merci. Mise à jour du télétravail, je crois que c'est la suivante, sauf erreur de ma part. Voilà, mise à jour du télétravail. Donc on avait pris une délibération concernant donc les modalités de télétravail, et depuis, donc on vous a rappelé toute la délib, et depuis il y a eu effectivement d'autres postes qui ont pu être ouverts à ce niveau-là. Et que vous retrouvez. Je me perds dans mes papiers. Est-ce qu'elle est Voilà. Juste 2 minutes. Hein. Voilà, donc en fait il s'agit donc l'ajout de nouveaux postes ouverts, hein, gestionnaire affaires scolaires, chargé des affaires générales, gestionnaire donc ressources humaines agents, responsable bâtiment et responsable espace public. Donc ce sont effectivement des postes, il y en a donc 5. Qui sont ouverts donc à la possibilité de faire du télétravail. Donc il y a toute cette liste-là qui bien sûr inclut ces 5 nouvelles possibilités. Il faut savoir qu'il y a effectivement des gens qui sont ou des emplois qui sont listés ici où les gens n'ont pas souhaité non plus faire du télétravail. Hein. Donc c'est effectivement une liste qui est exhaustive mais qui est assez complète. Donc la délibération, je veux bien vous relire effectivement toutes les modalités autres, mais ça concerne en fait uniquement cet ajout des 5 nouveaux postes qui sont ouverts au télétravail. Donc, est-ce que vous souhaitez donc, que je lise l'ensemble? Non? D'accord. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces postes? Moi j'ai une question en fait concernant donc l'aspect financier et fourniture des outils, en fait. L'aspect financier, pardon? L'aspect financier, la compensation financière, donc est abordée dans le dernier alinéa du paragraphe 3. Quoi. Et donc la fourniture des outils également pour les personnes qui font du télétravail. Pour moi, je pense qu'il y a un problème de non-respect en fait de la légalité là-dessus, quoi. Donc en fait, avant de statuer dessus, en fait, je voulais savoir en fait si le télétravail aujourd'hui qui avait été demandé par les personnels, puisqu'apparemment de ce que vous dites en fait, il y a 22 postes là qui sont cités, c'est ça, hein? Oui, ce sont d'ailleurs des postes, pas obligatoirement des postes qui existent à Vezin, hein. C'est quelque chose d'une façon globale et générale, quoi.
des possibilités qui sont ouvertes, effectivement, à certaines catégories de personnel. Et donc, en fait, est-ce que ces gens en fait, qui ont demandé du télétravail, en fait, c'est sur du télétravail fixe ou sur des jours flottants? Non, c'est des jours fixes. Ce sont des jours Ce sont des jours fixes. fixes, bien sûr. Oui. Donc, Et si on a c'est- besoin d'eux, effectivement, si c'est le mercredi et qu'on a besoin d'un mercredi en mairie, ben, ils viennent effectivement. Moi, tu comprends pas. Je vais t'expliquer. Ils viennent donc éventuellement travailler le mercredi, hein, si on a besoin d'eux. Bien sûr, autrement, ben, ils sont joignables hein, aux mêmes heures de travail que s'ils étaient en présentiel. Et ils sont là pour travailler, bien sûr, chez eux, avec ordinateur, avec téléphone, donc qui ont été fournis donc à chaque personne qui télétravaille. Donc, si c'est sur du télétravail fixe, en fait, l'employeur doit fournir les outils de travail. C'est ce que je vous dis là. Je viens de vous dire qu'ils étaient équipés d'ordinateurs et de téléphones. Alors, pourquoi en fait, ici, on dit simplement le travail émanant de la volonté de l'agent, ce dernier ne percevra aucune indemnité financière de compensation, alors qu'il peut d'ailleurs en recevoir une, d'ailleurs, Oui, mais notamment concernant la ligne téléphonique et les outils bureautiques personnels de l'agent. oui, mais là on fournit le. Mais c'est une clause générale ça aussi. Hein. Non, mais- On fournit nous à chaque agent qui télétravaille. Oui, mais On fournit effectivement, je le répète, un téléphone portable et un ordinateur portable. Donc vous fournissez donc le téléphone et l'ordinateur, d'accord? Oui. Alors pourquoi en fait on modifie pas le texte ici puisqu'il n'est pas bon? Bah, parce que c'est un texte qui s'applique d'une façon générale. Voilà. Moi je trouve pas parce que c'est justement Bah, si. c'est contraire au décret en fait qui régit le télétravail. Donc en fait Non, je vois pas- s'ils utilisaient leur matériel personnel, Non, on leur non, verserait pas une indemnité. non D'accord? pas du tout, c'est pas ça. Si. Non, non, c'est pas ça. S'ils utilisaient leur non, matériel non. personnel, on leur verserait une indemnité, ce qui n'est pas le cas. Donc Le- on leur verse pas d'indemnité parce que Vous dites en fait les gens sont en télétravail fixe, donc l'employeur doit fournir le matériel. Vous fournissez le matériel, très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que le texte qui est ici, en fait, est en contradiction avec ce que vous faites. Donc pour moi, il y a un problème, on est en train de faire voter quelque chose qui n'est pas bon. Donc il faut réécrire le texte. D'accord. Alors écoutez, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Là, je vous ai répondu. Hein, Et je vais je- pas passer la soirée mais- là-dessus. Enfin, voilà. sur un truc comme ça, là, c'est pas bon parce que vous êtes, en écrivant ça, vous êtes dans l'illégalité. Je ne pense pas qu'on soit dans l'illégalité en reprenant un texte qui effectivement émane de la préfecture et qui couvre effectivement la généralité des cas. Voilà. Bah, Donc à Vezin-le-Coquet, on fait plus puisqu'on offre un téléphone portable et un ordinateur portable à chaque personne qui télétravaille. mais d'accord, mais n'empêche que vous dites ici, le télétravail émanant de la volonté de l'agent, ce dernier ne percevra aucune indemnité financière de compensation, notamment concernant la ligne téléphonique, alors qu'il peut toucher, je le répète, une compensation financière. Mais non, Et les puisqu'il outils a un bureautiques téléphone personnels de portable. l'agent. Il Et a un les outils téléphone bureautiques portable. de l'agent. Donc en fait, vous fournissez les outils, Personnel. non, Non, c'est pas des outils personnels. mais on ne dit pas qu'on fournit là. Et ça laisse entendre, tel que c'est dit là, qu'il n'y a pas de compensation et qu'il n'y a pas de fourniture de... Il n'y a pas de compensation, mais il y a la fourniture. Mais on n'est pas obligé d'indiquer qu'il y a la fourniture de matériel. Voilà. C'est une règle générale, ainsi que toute la liste qu'il y a ici. Là-dedans, il y a effectivement un certain nombre de personnes, hein, avec les grades qui sont indiqués, qui sont des généralités, et les gens, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, n'ont pas eu à demander à bénéficier d'un télétravail. Alors ensuite, Voilà. concernant la compensation financière, donc en fait, je lis juste le début du texte du décret qu'en fait, quoi, hein. Donc les agents publics, donc, qui relèvent des différentes lois, en fait, bénéficient dans les conditions prévues aux articles 2 à 4, d'une indemnité contribuant au remboursement des frais engagés au titre du télétravail sous la forme d'une allocation forfaitaire dénommée forfait télétravail. Oui. Mais je vous redis qu'effectivement, ils disposent effectivement de matériel Ils sont téléphonique, ils sont raccordés à Internet. téléphonique et informatique. Voilà. Ils sont raccordés à Internet chez eux, quoi, en fait. Voilà. Donc ils ont du matériel, effectivement. Mais on peut avoir ils peuvent demander une indemnité. Bon, ok. Non, mais vous Non, mais on vous allez va revenir, en fait, parce que, en fait, on je va vous peut-être lis pas un y texte passer de la loi. soirée. Monsieur Dubreuil, je viens de vous répondre, effectivement. On Mais- prend les textes de loi et on les applique différemment puisqu'on fournit Ah du bon, matériel. Vous appliquez, vous, les textes de loi différemment. Ben, bien sûr, puisqu'on fournit du matériel, c'est une option. Non, c'est pas différemment. Ben si. Non, vous appliquez la loi. Si. C'est pas pareil dans le fournisseur de matériel. C'est Voilà. pas pareil. Bref, on reprend effectivement le texte de loi. Et le personnel. Qui ça? Roland souhaite prendre la parole. Alors, simplement, ouais. Quand, Que ça pourrait être ajouté.
quand il y a un téléphone qui est produit, il y a une carte SIM à l'intérieur qui permet d'avoir une connexion Internet. Donc à partir de là, il n'y a pas de compensation puisqu'il y a déjà, la mairie fournit déjà l'objet technologique. C'est tout. Non, on va pas modifier un texte qui a été validé effectivement au niveau de la préfecture. Hein. Voilà. On le mettra en commentaire que le personnel dispose, chaque personne qui télétravaille dispose effectivement d'un ordinateur portable ainsi que d'un téléphone. On le mettra effectivement dans les commentaires. Voilà. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Je vous en prie. C'est pas une question, je reviens sur ce qu'on a vu précédemment. Est-ce qu'il serait possible d'avoir la projection globale de tous les mouvements sur une année de personnel? Parce que là, finalement, on décide au coup par coup. Alors, c'est compliqué, quoi. On n'a pas de visibilité globale. On applique la loi pour tout ce qui vient, effectivement, au niveau des avancements de grade. Hein. Voilà, les départs en retraite, les remplacements, tout ça, parce qu'on est un peu perdu, finalement. Enfin, oui, d'accord, mais on peut vous donner, bien entendu, les... Sur des CDD. Ouais. Enfin, c'est compliqué à suivre et c'est difficile de se positionner. Les CDD, c'est difficile. Moi, j'aimerais bien, alors je rêve sans doute, hein, mais bon, je me fais pas... Non, mais ça... Aujourd'hui, je vous fais la demande. Non, madame, c'est tout à fait possible de vous les donner. La seule chose, c'est que les CDD, c'est aussi de l'intérim éventuellement. C'est des gens qui vont remplacer quelqu'un qui est malade ou qui est effectivement. Donc, on ne peut pas vous donner quelqu'un qui a remplacé pendant 15 jours. Je ne vous demande pas de lire dans une boule de cristal. Je vous demande de se positionner sur les éléments que vous connaissez. C'est-à-dire, on connaît les départs en retraite, on connaît les gens qui sont en CDD, on connaît les sabbatiques, on connaît plein de choses. On peut vous donner les... Ça serait bien d'avoir quand même une vue globale de tout ça pour se positionner. Parce que là, finalement, on dit oui au coup par coup, on ne connaît pas l'impact financier, on ne connaît rien. Écoutez... Moi, les avancements d'une année sur l'autre, finalement, ça ne m'intéresse pas tant que ça, parce que c'est le texte, c'est comme ça. Je sais bien. Bon, mais ce qui est intéressant, c'est les remplacements, vous voyez. Bien sûr. Voilà, aujourd'hui, je trouve que c'est compliqué de se positionner, de dire oui, non. Alors, voilà, on veut bien, mais... Ouais, voilà. Bien sûr. Non, mais ça, on pourra vous donner ça. La seule chose, c'est qu'effectivement, quand quelqu'un part en retraite, il est remplacé par quelqu'un qui est en bas d'échelle, entre guillemets, et donc l'incidence financière va être profitable à la commune. Mais ça, par contre, voilà, ça, ce que vous dites, c'est intéressant, mais quand c'est chiffré, c'est encore mieux, vous voyez. Oui, non, mais chaque individu, je ne vais pas vous donner je veux dire, pour se positionner... Je ne peux pas, moi, en plus, donner des noms de personnes, si vous voulez. Je ne peux pas dire monsieur machin, etc. Ça ne m'intéresse pas, les noms. Moi, les noms, ça ne m'intéresse pas. Je peux vous donner... Monsieur X qui part en retraite, il est remplacé par Monsieur Y, ça coûte, on fait un gain. Par contre, à l'inverse, il y a quelqu'un qui est promu, ça fait un coût. Tout à fait. Avoir quand même un peu une vision un peu globale des choses. On vous donnera parce ça. que là, je trouve que c'est un peu compliqué. Là, c'est simple, en fait, puisqu'il y a les avancements de grave, où là, c'est obligatoire. Ou un état récapitulatif, je ne sais pas forcément à tous les coups, mais ponctuellement dans l'année, pour qu'on puisse déjà... En fin d'année, on vous donnera ça, des mouvements d'année, quoi, en fait. À milieu, on est déjà... Voilà ce qui s'est passé sur le premier semestre, enfin, voilà. C'est tout à fait possible. Ouais, ce serait bien quand même. D'autant plus possible que vous votez effectivement à chaque fois qu'il y a des créations de postes ou des suppressions. Voter un petit peu en aveugle, c'est quand même un peu gênant. Ah ouais, non, c'est pas voter en aveugle, parce qu'on a voté... C'est un petit peu, Non, j'entends bien, mais ça, on va le faire, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que... Mais c'est vrai que, effectivement, les créations de postes, hors, effectivement, les remplacements de personnes en retraite ou malades ou autres, remplacements en CDD ou autres, ça a été déjà présenté au niveau du DOB ou du ROB, hein. Les créations de postes au niveau de... oui, mais c'est aussi ce qui nous, politiquement, dès l'instant où ça a été acté, que le budget a été voté avec ça, il n'y a qu'une chose... Une des choses pour lesquelles nous sommes en retard, c'est par rapport au médiateur, parce qu'on a encore du mal à trouver exactement la personne recherchée. C'est bien qu'on va peut-être finir le 4e trimestre en faisant appel plutôt à une association, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas se tromper. C'est un vœu. Oui, non, mais oui, aucun problème. Voilà. Écoutez, pour le prochain conseil, on vous fera quelque chose. Merci bien. Merci. Voilà, je vous en prie, madame. Donc, juste avant le vote donc, de télétravail, on est d'accord de rajouter en fait que la ville de Vezin donne des avantages supplémentaires par rapport à la loi. Pas dans le texte de la délibération, mais dans le commentaire, oui. Dans le commentaire, oui, tout à fait. Juste une petite chose, en fait, aussi. Alors, je ne sais pas si le 18 novembre 2019, il y a eu un vote. Par contre, le 28 septembre 2020, il y en a eu un. C'est sûr, quoi. Donc, à rajouter simplement que finalement, on a voté quelque chose le 28 septembre 2020 également, quoi. Bon, on vérifiera, hein, d'accord. Ok, donc, est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Unanimité, merci. Donc, on est arrivé
Donc, admission non-valeur, Didier. Alors, admission non-valeur. Afin de permettre l'appurement de ces comptes, le trésorier a dressé les états des produits irrécouvrables relatifs aux exercices de 2018 à 2021. Ces états reprennent pour chaque produit les motifs justifiant l'irrécouvrabilité et les différentes poursuites effectuées pour les recouvrer. Le trésorier sollicite pour chaque créance qui représente 11 titres de recettes pour un montant global de 422,71 € l'admission en non-valeur. Pour rappel, l'admission en non-valeur d'une créance a pour objet d'apurer les prises en charge. Elle ne libère pas pour autant le redevable, le recouvrement devant être repris si le débiteur revient à meilleure fortune. Pour précision, il s'agit essentiellement de créances périscolaires. Il n'y a pas le détail, mais ça représente donc 11 titres de recettes. Et c'est donc un apurement de ces créances sur 3 exercices. Il est proposé au conseil municipal d'accepter ces admissions en non-valeur. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Non. Unanimité, merci. Nous allons passer ensuite à la gratification d'un stagiaire. Modification, Bouchra, merci. Oui, bonsoir. Donc c'est une gratification d'un stagiaire et c'est une modification d'une délibération qui a été votée au dernier conseil municipal. Donc la municipalité de Vezin-le-Coquet organise l'encadrement des enfants et des jeunes pendant les grandes vacances du 8 juillet au 31 août 2022. Durant cette période, 2 animateurs stagiaires BAFA réaliseront leur stage pratique en encadrant des jeunes Vizinois. La délibération du 16 mai a acté l'attribution de ces gratifications. Anaïs Do Nascimento s'étant désistée, il est proposé au conseil municipal d'attribuer une gratification de 250 € à Joséphine Jacob. Donc c'est bien qu'un autre jeune puisse en bénéficier. Merci Bouchra. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout le monde participe au vote? Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Non. Unanimité, merci. Aurélie, c'est toi qui présente le délibéré. Bonjour. Donc c'est une délibération qui est soumise à l'approbation du conseil municipal. Donc il s'agit du plan de protection de l'atmosphère. Donc c'est un outil réglementaire sur une durée de 5 ans qui vise donc à améliorer la qualité de l'air extérieur. Donc c'est un document qui est établi sous l'autorité du préfet de département et qui met en place un certain nombre de mesures pour réduire l'émission de polluants dans l'atmosphère et vise à l'amélioration de la qualité de l'air. L'objectif final de ce plan, c'est bien de protéger la santé des populations et l'environnement en maintenant ou en ramenant les concentrations des polluants de l'air à des niveaux inférieurs aux valeurs limites réglementaires. Alors l'exercice est un petit peu compliqué puisque les valeurs réglementaires évoluent de façon assez régulière en fonction de la recherche qui avance et qui finalement fait le lien entre les polluants et les impacts sur la santé. Ou quand en tout cas le lien n'est pas fait, on voit bien qu'il y a aussi des suspicions et à partir de ce moment-là, les valeurs réglementaires peuvent être amenées à diminuer. Et donc c'est vrai que l'OMS fait énormément de recherches sur la santé environnement et est amené à limiter les polluants. Donc là, on est sur un plan protection de l'atmosphère qui vise certains donc niveaux réglementaires qui ont déjà évolué puisque le temps que ce plan soit élaboré, fasse l'objet d'un certain nombre déjà d'instances qui ont analysé ce plan et déjà entre-temps, on a certains éléments réglementaires qui sont arrivés. Alors, toujours est-il que c'est toujours de toute façon intéressant d'avancer et de bien prendre en compte les mesures du plan d'action. Donc dans ce plan de protection de l'atmosphère, il y a une partie qui est liée au diagnostic de la pollution de l'air sur la région de Rennes Métropole. Donc ça ne concerne pas que Vezin, mais l'air d'analyse est bien l'ensemble de la métropole qui est analysé.
Donc l'organisme qui est mandaté pour faire les diagnostics est une association indépendante qui ne dépend pas de l'État, même s'il y a des financements, mais c'est Airbraze. Donc je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Airbraze. C'est une association spécialisée justement dans la mesure de la pollution de l'air. Elle a fait un gros travail pour essayer de mieux communiquer sur un sujet qui est très technique. Donc ils ont un site internet. Si vous êtes intéressé par le sujet, vous pouvez voir, ils font une météo de la pollution de l'air, et vous pouvez avoir les petits drapeaux, qui vous donnent déjà une indication du niveau de la pollution pour les différents polluants qui peuvent être quantifiés par Airbraze. Sachez qu'il y a en fin de semaine dernière, quand nous étions sur des températures très importantes, on était sur une qualité de l'air qui était très mauvaise. Je vous invite à aller voir ce site, puisque effectivement dans ce plan de protection de l'atmosphère, un des axes majeurs qui est bien mis en avant, c'est la connaissance des populations. Avoir une meilleure connaissance des polluants auxquels on est soumis, déjà nous permet peut-être aussi d'identifier une meilleure prise en compte de mesures de prévention. Sur le diagnostic en tout cas, qui est fait dans ce plan. Donc on va avoir un certain nombre de polluants. Alors c'est un petit peu barbare les noms. Donc on va avoir où ça va faire appel à des souvenirs de collège sur des notions chimiques. Donc on va avoir au moins 4 polluants qui sont identifiés. Vous avez le dioxyde d'azote. Le dioxyde d'azote a été identifié. Les sources de pollution, c'est essentiellement les trafics automobiles. Voilà, donc il y a d'autres sources, mais la grande majeure partie, et c'est pratiquement les 3/4 en fait de ce polluant qui sont émis par le trafic automobile. C'est un polluant qui est majeur, qui est identifié d'ailleurs comme stratégique dans ce plan, puisque l'objectif c'est bien de faire diminuer les polluants qui viennent du trafic automobile. Et d'ailleurs dans ce plan d'action, qui est adossé au diagnostic, le plan d'action met en avant l'ensemble des mesures qui sont prises dans le PDU de Rennes Métropole, le plan de déplacement urbain. Donc c'est mettre en avant le développement du vélo, les alternatives en fait à la prise de la voiture à combustible. Donc le vélo, faire un certain nombre de mesures, on en a parlé en commission, donc il va y avoir un certain nombre de mesures aussi pour limiter le trafic sur la rocade et les congestions sur rocade. Donc avec un certain nombre de mesures pour fluidifier et freiner l'entrée sur la rocade. Donc je vous invite à aller voir ce plan d'action qui détaille, mais de toute façon je suis sûre que les médias vont largement expliquer l'ensemble de ces mesures pour la limitation du trafic, mais l'objectif c'est bien de diminuer cette pollution sur les dioxydes d'azote. On va avoir aussi d'autres pollutions puisque la voiture automobile a aussi des impacts sur les particules fines. Donc il y a de plus en plus aussi d'études sur les impacts des particules fines sur nos poumons et ces particules qui rentrent dans notre circulation sanguine. Donc là aussi, un certain nombre de diagnostics dans ce plan de protection de l'atmosphère. Vous allez aussi retrouver l'impact de l'agriculture. L'agriculture va avoir un certain nombre d'impacts sur la qualité de l'air, en particulier avec l'ammoniac, qui va avoir des effets néfastes sur la qualité de l'air. En particulier, donc quand il y a des épandages, avec par exemple des températures élevées, on peut avoir des phénomènes. Enfin, même pas de température, puisque en mois de mars, on peut avoir des épandages. Au mois de mars de cette année, on a eu des alertes à la qualité de l'air du fait justement de l'agriculture et des pratiques agricoles. On sait qu'on est un territoire avec énormément de terres agricoles. Et donc dans ce plan, il y a un axe de travail qui est développé aussi sur les pesticides, qui n'était pas obligatoire. Et donc là, on nous précise effectivement que l'analyse s'est quand même portée aussi sur les pesticides, puisqu'on voit bien que l'agriculture, qui est très présente dans cette ville archipel, très présente autour de nous, a un impact aussi sur notre qualité de l'air. Et donc, vous avez dans ce plan un certain nombre d'actions. Alors moi, je l'ai imprimé, mais effectivement, c'est vraiment assez simple. Ça reprend l'ensemble des actions, comme je vous disais. Donc, travail sur la limitation des voitures à combustible.
Vous pouvez avoir aussi des actions sur l'agriculture et sur l'accompagnement des agriculteurs pour des pratiques qui justement améliorent la qualité de l'air. Et un certain nombre de mesures aussi. Comme je vous disais, l'axe, c'est la meilleure connaissance des populations de cette pollution de l'air. Donc un certain nombre de médiateurs qui vont être mis en place aussi pour faire des actions de communication, de médiation vers tous les publics, pour justement mieux connaître les actions, les leviers d'action en tout cas pour améliorer cette qualité d'air. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur ce sujet. C'est voilà, c'est assez synthétique aussi. Hein. Je trouve que c'est assez bien fait. Il y a vraiment dans ce document vraiment un tableau récapitulatif hein, vraiment de l'ensemble des mesures. Donc c'est quand même assez pédagogique dans sa présentation et en tout cas vous montre bien tous les impacts. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plans sur la métropole qui parlent de l'agriculture et des impacts. Là encore, la qualité de l'air en parle. C'est vrai que l'enjeu, c'est l'agriculture biologique, la transformation en tout cas des pratiques agricoles. Et quand on fait beaucoup d'actions pour essayer d'amener de la sécurité à vélo, amener aussi plus de qualité dans les transports en commun, c'est aussi dans l'objectif d'améliorer cet air que nous respirons tous. Merci Aurélie. Venir à pied. C'est le 4 chevaux, putain, c'est ça. Oui, oui. Oui, de toute façon, il y a un enjeu aussi important, hein, communiquer vis-à-vis des parents par rapport à la circulation automobile autour des écoles hein, et de la pollution que ça entraîne hein, autour du tempo. Mais à la sortie de l'école publique et de privée, c'est un peu pareil. Hein, ça doit être un nuage de pollution non visible. Et effectivement, je pense que des actions seraient très intéressantes. Oui. Bien sûr, parce que dans les impacts sur la santé, il est évident et c'est marqué que c'est les populations les plus vulnérables qui sont les premiers soumis à des problèmes de santé. Donc les enfants, les personnes vieillissantes ou ayant des pathologies cardiaques ou pulmonaires, mais les enfants. Donc c'est vrai que pour les écoles, ça prendrait tout son sens. Merci. Donc effectivement, le but c'est d'émettre un avis favorable au projet de 3e plan de protection de l'atmosphère de l'État. Donc c'est pas vraiment une délibération. Est-ce que quelqu'un est contre émettre effectivement cet avis favorable hein? Je vais me limiter à ça. Je pense qu'on est tous d'accord. Hein? Voilà. Ok, je vous remercie. Donc nous en avons fini avec l'ordre du jour. Je vais vous communiquer donc certaines décisions prises en matière de baux, notamment, vous savez, les décisions arrêtées au 20 juin 2022, prises par délégation. On va commencer comme d'habitude donc par ce qui s'est passé au niveau du cimetière. Hein, communication des décisions prises en matière de délivrance et reprise de concession. Donc il y a eu, je ne vais pas vous donner bien sûr les noms, un achat le 20 décembre 2021 par exemple d'une tombe, 21... Merci Chantal, bonne fin de soirée. Oui, c'est bon, là, merci, on a fini là. Merci. 21 décembre, également une cavurne, effectivement. Le 1er février 2022, une tombe par contre, hein. Le 25-2, une tombe. Et le 10 mars, une tombe. Donc il y a eu effectivement 6 délivrances et reprises de concession. En l'occurrence, ce sont des délivrances au sein du cimetière de notre commune. Communication des décisions prises en matière de marché. Hors du marché, donc marché d'entretien des espaces verts, le lot numéro 1, Vezin Nord, donc entreprise titulaire du marché Jourdanière Nature. Montant du marché TTC 34 560 €.
Date de signature du marché, acte d'engagement signé le 9 juin 2022. Autre marché d'entretien des espaces verts, lot numéro 2, La Vallée, Jourdanière Nature, 15 732 €. Acte d'engagement signé le 9 juin 2022. Marché d'entretien des espaces verts, quartier des Poètes, Herberatum, donc le sous-traitant, 12 688 francs 96 centimes. C'est par an toujours, les montants que je donne. Acte d'engagement signé le 9 juin 2022. Et encore marché d'entretien des espaces verts, donc à La Longrée, donc aussi par l'Herberatum, 18 308,88 € pour l'année. Acte d'engagement signé le 9 juin 2022. Donc comme vous le saviez, lorsqu'on avait voté le BP 2022, on avait constaté qu'au niveau de l'entretien des espaces verts, il y avait des contrats qui arrivaient à terme en cours d'année. Et donc il y a des marchés qui ont été lancés. Et bien sûr, il y a eu des sélections qui ont été faites par rapport à différents prestataires éventuels, des gens avec qui, certains avec qui on travaillait déjà. Donc il y avait un minimum effectivement de 4 professionnels qui avaient répondu donc à tous ces marchés. Donc voilà, dernier point au niveau des communications des décisions, il s'agit de décisions prises en matière de baux. Donc il s'agit de du 6 rue du Muguet, pardon. Donc il y a un bail qui a démarré avec une occupation précaire le 30 mars 2022. La durée du bail ou de la convention d'occupation précaire est d'1 an. Montant du loyer 750 € par mois. Et donc à partir du 20 juin 2022, donc date de ce conseil municipal. Hein, c'est un Vosinois donc, qui a acheté un terrain donc, sur le secteur 4 des Champs Bleus, qui construit sa maison. Et il y a donc un portage financier qui a été fait par Métropole, puisque c'est bien sûr dans le périmètre du renouvellement urbain. Voilà, donc ça c'est les décisions qui ont été prises par délégation. Je voulais vous rappeler aussi le pique-nique musical qui aura lieu donc le 7 juillet, Square du Tempo à 19 h. Voici l'affiche, vous l'avez peut-être déjà vue. Elle est belle, l'affiche. Ça peut passer. Et c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Il va peut-être me revenir des choses, mais